Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Présence de la Légion étrangère au Maroc. 1903-1910. Depuis 4 siècles, l'État marocain est confronté aux visées des Espagnols déjà en place à Ceuta et Melilla, et conseille fortement aux habitants d'éviter tout contact avec leurs voisins du Nord. Devant la détermination et le blocus imposés par les Marocains, l'Espagne entre en conflit armé en 1859 à 1860 avec leur État. Cette guerre provoque une tragédie pour le Maroc, qui doit payer une forte indemnité, accorder l'élargissement des limites de Melilla et céder un port sur la côte atlantique pour servir d'abri aux pêcheurs espagnols. Après la cession de la baie de Rio de Oro, par l'accord du 26 décembre 1884, 3 points d'appui reviennent à l'Espagne sur les côtes marocaines de l'Atlantique. En 1880 et 1881, suite à une tentative du Maroc pour imposer son indépendance et sa souveraineté et malgré l'accord bienveillant des Anglais, cette tentative échoue face à la coalition de la France, de l'Espagne et de l'Italie. Grâce au soutien des Anglais, le sultan repousse la demande française sur l'épineux problème de la souveraineté du pays et en profite pour augmenter sa présence administrative et politique. Alors, la France, en décembre 1899, monte une forte expédition qui se présente devant l'oasis d'In Salah. Le caïd de la localité, mandaté par le sultan du Maroc, aidé par les soldats de ce dernier et les shérifs des environs, ne peut s'y opposer. Le 27 décembre 1899, après de furieux combats, la France a conquis tout le pays des oasis, conquête qui se termine par le combat de Talmine en mars 1901. Conseillé par les Anglais et les Allemands, le jeune sultan Moulay Abdelaziz 1894 à 1908 reconnaît cet état de fait et signe le traité du 20 avril 1902, tout en essayant en échange d'imposer la ligne de démarcation au sud et à l'est, délimitant les frontières du Maroc avec les possessions françaises. La France oppose un refus catégorique, elle ne veut pas de matérialisation de ses frontières, laissant ainsi le libre accès à ses futures visées territoriales. Le 3 octobre 1904, il y a le partage du Sahara marocain ouvrant la porte du Sahara à l'Espagne par le biais d'un accord secret entre la France et l'Espagne. D'ores et déjà, la disparition de la souveraineté va marquer une détérioration de l'autorité du sultan qui ira en s'amplifiant jusqu'en 1911. Le sultan a deviné que la France désire isoler le Maroc et le gouverner. Sans l'appui des Anglais, le sultan ne peut pas s'opposer au désir français. En effet, les réformes de son armée et de son administration n'ont pas donné les résultats escomptés. Seule l'Allemagne peut encore le soutenir. Cette dernière l'aide volontiers jusqu'en 1911, année où elle signe un accord avec la France d'échange de territoires en Afrique. La France a alors les mains libres au Maroc. En 1905, il est décidé par le gouvernement français d'accélérer la méthode en occupant le Bilab al-Siba, contrée désertique, pauvre et sous-peuplée, gérée par des chefs locaux sous la coupe du sultan. Ce dernier est informé en permanence des ruses de la France qui poursuit une tactique de grignotage serein et n'a jamais accepté une délimitation quelconque au-delà de Figuig. Sous le prétexte futile d'arrêter les incursions d'éléments créant le désordre et l'insécurité, les forces françaises pénètrent tout le long de la frontière théorique pour y protéger le commerce. Au cours de cette même année, il est dépêché de l'Algérie un technicien des affaires indigènes. Celui-ci va pratiquer la pénétration pacifique, consistant à prendre contact avec les différents chefs locaux et tenter ainsi de les gagner à la cause française. Mais ce technicien va devoir se confronter à un homme très influent et qui plus est, représentant permanent du sultan, Mahal Hénin. Averti, Moulay Abdelaziz dépêche sur place Moulay Idriss, son oncle. C'est un adversaire coriace, qui entraîne derrière lui ses troupes et la résistance en général. La pénétration pacifique ne semble pas avoir réussi à son promoteur. Ce dernier, en effet, est tué en avril 1905 lors de l'attaque de son camp. La crise s'amplifiant, la France exploite cette situation et demande le rappel de l'oncle de Moulay Abdelaziz qui ne sera effectif qu'en janvier 1907. Entre-temps, l'acte d'Algésiras est signé en 1906. L'année 1907, 2 août, voit, en réponse aux menaces contre la sécurité de la zone côtière marocaine, contre les droits du sultan reconnus et avec l'accord des Espagnols,
la France envoyait à Casablanca un petit contingent pour protéger les consulats. Le lendemain, 2 compagnies débarquent et le 7 août, 2000 hommes commandés par le général Drouet débarquent à leur tour. Pendant toutes ces journées, la marine française attaque et assure la protection des troupes au sol dans la ville de Casablanca. Mahalle Hénin tiendra tête aux Français et Espagnols jusqu'en 1933 et les harcèlera en permanence. Mais revenons au début du XXe siècle qui, dans son premier tiers et en marge du premier conflit mondial, va voir la Légion étrangère enregistrer des pages de gloire parmi les plus belles qu'il lui a été donné d'écrire. Fin août 1903, la Légion étrangère doit protéger le territoire algérien des incursions berbères et assure la sécurité des convois destinés au ravitaillement des postes installés dans les oasis pré-sahariennes. Cette mission est de pure routine et répétitive. Le 2e peloton de la 22e compagnie montée a pour mission d'escorter le convoi, qui comprend 572 chameaux. Le commandement a adjoint 30 spahis à ce peloton. L'ensemble est aux ordres du capitaine Vaucher. Il y a lieu d'être sur ses gardes car, depuis quelque temps, les engagements armés avec des dissidents marocains sont de plus en plus fréquents. Parti à 3 heures du matin, le 2 septembre 1903, le peloton débouche à 9h30 dans la vaste plaine d'El Moungar, poussant à grande peine les derniers éléments du convoi. À 9h40, 3 ou 4 coups de feu éclatent sur la gauche, 2 spahis en vedette sont tués. Aussitôt, le peloton prend les armes et se forme en ligne déployée, face à l'ennemi, juste à temps pour voir se dresser 300 ou 400 guerriers d'Ouiménia, Oulad Djerir, Béraber ou Chamba. Entraînant sa section sur un léger saillant, le lieutenant Selcho Hansen tombe au premier coup de feu, mortellement atteint. Jeune officier danois, adoré de ses légionnaires, très estimé par ses camarades et ses chefs, le lieutenant Selcho Hansen avait obtenu de son gouvernement l'autorisation de venir servir à la Légion. Drapeau vivant de sa section, il interdit à ses hommes de venir à son secours lorsqu'il tomba. Ils lui obéirent, mais ils se firent tuer un à un sur son cadavre pour empêcher l'ennemi de le profaner. À son tour, le capitaine Vaucher est atteint d'une balle à la poitrine. Il n'en conserve pas moins son commandement et porte les 3e et 4e sections à l'assaut. Une 2e ligne ennemie, aussi forte que la première, se profile à 800 mètres environ de la ligne de feu. Le sergent-major Tissier, de nombreux sous-officiers et légionnaires tombent successivement. Néanmoins, la 4e section parvient à faire esquisser à l'ennemi un mouvement de recul. La 3e section, décimée, la plupart de ses gradés hors de combat, se rallie à 100 mètres environ en arrière et à l'ouest de la 4e, sur 2 petits saillants rocheux d'où elle dirige un feu nourri sur les groupes ennemis que la 4e section ne réussit plus à contenir, arrivant ainsi à la sauver d'une perte certaine. La 4e section se partage alors en 2 groupes et se replie à hauteur de la 3e. Malgré de nouvelles pertes, elle s'accroche au terrain. Pendant ce temps, le caporal Lyotard, les légionnaires Paris et Broye, tous 3 blessés, amènent le cheval du capitaine Vaucher et réussissent à le conduire, avec le sergent-major Tissier et le caporal Monte, sérieusement blessés, à la crête où se trouvaient les survivants de la 3e section. Il se produit alors une chose sublime. Le capitaine et le sergent-major étant grièvement blessés, le sergent Fourier-Tisserand reprend en main tout le groupe de légionnaires qui viennent de rejoindre, exécute un mouvement tournant vers le nord-ouest et réussit à dégager en partie les crêtes occupées par les dissidents. Ceux-ci commencent à opérer vers leur droite, une tentative d'enveloppement de la position des légionnaires, les mettant ainsi en grand danger. Le capitaine Vaucher ordonne alors au sergent Fourier-Tisserand de rejoindre immédiatement la crête avec tous ses hommes, pour participer à la suprême défense. Les blessés graves pouvant se servir de leurs bras pour tirer sont échelonnés à plat ventre sur les 2 côtés du ravin. Les blessés hors d'état de combattre sont au milieu, avec les morts. Il est 11h30. Le capitaine Vaucher attend fiévreusement les secours qu'il a demandés dès le début de l'attaque, à Taguit et à El Mora. Vers 14h, le sergent Fourier-Tisserand est blessé une 2e fois. Le sergent-major Tissier est tué d'une balle dans la nuque. Vers 16h30, le tir décroît progressivement du côté des dissidents qui commencent à se retirer par petits groupes en apercevant dans le lointain la poussière soulevée par le détachement de Morazny du capitaine Susbiel lancé au secours de la Légion. À 17h20, le feu cesse complètement des 2 côtés. La lutte a duré 7h40.
Le capitaine Vaucher meurt quelques heures plus tard, après avoir reçu des mains d'un de ses camarades la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Un petit monument fut élevé sur l'emplacement du combat, et les légionnaires ont gravé sur la tombe de leurs camarades. Ici, ont combattu pendant 8 heures contre des dissidents marocains, 113 légionnaires de la 22e compagnie montée du 2e régiment étranger. 2 officiers, le capitaine Vaucher et le lieutenant Selcho Hansen, atteints mortellement, 34 tués et 47 blessés sont le témoignage de leur exemplaire et héroïque conduite. Les suites d'El Moungar et l'arrivée du colonel Lyautey. L'affaire d'El Moungar provoqua une violente réaction de l'opinion publique en France. L'illustration du 12 septembre 1903, après avoir dans un long article traité des conditions précaires de notre entreprise en mettant l'accent sur le petit nombre de postes et sur les aléas des convois de ravitaillement, concluait ainsi: indépendamment de ces mesures de précaution, des mesures de répression s'imposent et les Bérabeurs doivent être châtiés d'importance pour leur ôter l'envie de recommencer leurs attaques. À ces tribus marocaines fanatiques, il est devenu nécessaire d'infliger un châtiment tel qu'elles soient calmées pour longtemps. Elles fuiront devant nos colonnes, c'est évident. Mais leur village et leur palmeraie restent, et c'est là que peut s'exercer le châtiment. Aïncher est un centre très important, de même qu'Enadza et Béchar. La vallée de l'Oued-Guir est fertile et contient les meilleurs pâturages des Douimenia et des Bérabeurs. Si on le veut bien, il sera facile d'amener tous ces brigands à merci. Mais de grâce, qu'on soit énergique une bonne fois si l'on veut avoir la paix. C'était l'opinion publique et aussi celle des soldats qui chaque jour risquaient de voir fondre un réseau comme celui qui avait opéré à El Moungar. Celui-ci, son coup fait, se retirait tranquillement à l'abri des ordres donnés par notre propre gouvernement. Malheureusement, les dissensions entre les ministères et déjà, la précarité des gouvernements acculait ceux-ci à une politique de faiblesse ou pour le moins de timidité. Pendant que le ministère des Affaires étrangères tentait de négocier avec des interlocuteurs peut-être officiels, mais sans pouvoir réel, tout en s'efforçant de ne mécontenter aucune puissance étrangère, il était interdit au ministre de la Guerre d'entreprendre quoi que ce soit qui pût gêner ces négociations interminables et vaines. La situation devenait critique. Le ministère de la Guerre, sur la recommandation de M. Jonard, gouverneur de l'Algérie, celui-là même qui avait été l'objet de l'attaque du col de Zenaga près de Figuig, décida de nommer le colonel Lyautey, alors en demi-disgrâce à Alençon, au poste de commandement de la subdivision d'Ain Sefra. À défaut d'une doctrine, d'une idée, on envoyait un homme. Mais un homme qui, imbibé de la doctrine de Gallieni, dont il avait été l'adjoint, celle de la tache d'huile qui avait fait merveille à Madagascar, ne manquait certes pas d'idées. De plus, le gouverneur général Jonard était loin d'être un faible. Diplomate avisé, il allait soutenir le colonel et très bientôt général Lyautey, lui permettant de jouer ses atouts, le couvrant aux heures difficiles, opposant à la politique du jour celle de l'inertie pour faire passer les décisions qui n'avaient pas l'air de plaire sur le moment en haut lieu, mais qui par la suite se révéleraient les seules bonnes. À peine avait-il pris possession de son poste, que délaissant la paperasserie habituelle au bureau d'état-major de ce temps-là, le général Lyautey visite son nouveau domaine. Il fait le tour des Xars de Figuig, inspecte chacun des postes et note dans une de ses lettres: ce matin, chevauché à l'eau pour venir voir ici les blessés d'El Moungar. Ils étaient là, à l'entrée du poste, et le fourrier Tisserand et le caporal Day et tous les autres dont j'ai serré la main, un à un, pour réunir ensuite les 40 survivants et leur ai dit ce que nous sentons tous. Et plus loin, il en est de même à chaque poste que je visite où je retrouve mes vieux légionnaires. Et vous ne sauriez sentir comme c'est bon de lire dans les yeux de ces braves qu'ils m'ont donné depuis longtemps leur confiance et qu'ils ont l'air de me dire: allons, ça marchera neuf. Et ça marche. Dès le 12 novembre 1903, une colonne aux ordres du commandant Pierron, qui comprend la 2e compagnie et la 3e compagnie montée du 1er Étranger, arrive aux environs de Béchar. Elle s'arrête sur le plateau qui domine la Palmeraie et entreprend la construction d'un poste. On n'occupe pas Béchar car c'est interdit en haut lieu, quoique ce point soit en territoire français. On occupe Tagda qui deviendra plus tard Colomb, en souvenir d'un officier français qui a été tué à cet endroit quelques années auparavant. Mais du moins, le résultat est acquis,
Le foyer de contagion continuelle est contrôlé et de ce poste, nos compagnies montées pourront rayonner, instrument capital de la pacification, qui peu à peu ramèneront l'ordre et la prospérité. Le poste créé, il faut le faire vivre, le relier aux régions déjà organisées. C'est la première compagnie montée du premier Hit Ranger qui, dès le 17 janvier 1904, quitte Benzireg pour tracer la piste vers Tagda et fonder le poste de Bouayesh qui devait protéger le nouvel itinéraire. Les reconnaissances se multiplient, reliant les nouveaux postes aux anciens, étudiant les passages, prenant contact avec les Ksars du Nord, ébauchant les relevés topographiques. En quelques mois, la menace venant de l'Ouest est pratiquement conjurée. Reste le Nord. Dès le 19 février 1904, la 21e compagnie montée du premier Hit Ranger, venant de Mecheria, fonde le poste de Fortasararbia. Lors d'une reconnaissance de l'endroit, dans la nuit du 2 au 3 février, elle a été assaillie par une telle tempête de neige qu'elle a dû rebrousser chemin sur Ain Ben Khelil. Le capitaine May, le légendaire pacificateur de Madagascar qui la commande, a heureusement su prendre à temps ses dispositions, évitant ainsi de subir le sort que devait connaître, dans la nuit du 1er au 2 février 1908, la 20e compagnie montée du premier Hit Ranger. Le général Lyoté est venu lui-même reconnaître le lieu d'implantation de ce nouveau poste. Car pour lui, ce n'est qu'un premier jalon. Quand sa construction sera en bonne voie, quand la piste qui le relie à Ain Sefra sera tracée, quand les alentours auront été dûment reconnus, il compte bien pousser vers le nord-ouest, là où précisément l'agitateur Bouamama, joint au prétendant qui vient de se faire expulser d'Oujda par les troupes du sultan, opprime les tribus paisibles et menace constamment la sécurité des troupes. Mois après mois, c'est chose faite. Le 15 juin 1904, un poste est créé au-delà du Chott Garbi par une colonne où la compagnie du capitaine May joue le plus grand rôle, en raison même de sa mobilité. Pour ne pas s'attirer les foudres ministérielles, quoique la frontière n'eût pas été dépassée, le nouveau poste est nommé Berg. Comme Colomb surveille Béchar, Berg tient Raelaine. Le 16 juin 1904, on note dans le journal de marche de la compagnie montée, Raelaine apparaît comme un point d'avenir, ayant tout ce qu'il faut pour donner naissance à une ville. Ce formidable témoignage de la vocation des légionnaires, bâtisseurs et civilisateurs, trouve sa conclusion 12 jours après, dans ce passage extrait du même document à la date du 18 juin, continuation des travaux. Un deuxième four à pain est monté. Au jardin, on fait les premiers semis. Pendant ce temps, le général Lyoté se débrouille pour expliquer au ministre que le nouveau poste est à Berg, nom qu'on ne pourra pas situer sur la carte et qu'il n'est absolument pas question d'occuper Raelaine. Soutenu par le gouverneur général, il refuse d'évacuer, menace de donner sa démission, tempête, réclame, boude et reste à Berg. C'est qu'il a engagé sa parole auprès des populations venues nombreuses, on compte plus de 500 tentes, se grouper à l'abri du nouveau poste et qu'il ne veut pas exposer celle-ci à des représailles en évacuant la région pour satisfaire des gens qui de loin ont peur. De ce nouveau jalon de la civilisation, solidement planté à la frontière fantôme, partent de nouvelles reconnaissances que la 21e compagnie montée mène inlassablement. Les 9 et 19 août 1904, elle rencontre les hordes de Bouamama qui, après avoir harcelé la petite colonne sans lui causer de pertes, s'enfuient sans demander leur reste devant la riposte aussi vive qu'efficace. La frontière est désormais suffisamment tenue pour empêcher toute incursion rebelle. Sans phrase, sans perte, par la persuasion et la diplomatie, les rebelles autant que le gouvernement n'ont plus qu'à constater le fait accompli. Pendant 1 an on organise, on gère, on pacifie le pays. Et les progrès sont tels que M. Jonard peut écrire au général Lyoté le 5 septembre 1905 « Vous avez en 2 ans restauré notre prestige sur la frontière marocaine. » Un extrait de cette même lettre vaut tous les discours. Je viens de passer quelques jours à Paris. Impossible de saisir le ministre. Il inaugure des bornes-fontaines et de temps en temps, suit les manœuvres au petit galop. Cela l'amuse beaucoup. Il était samedi dernier à Paris, mais il s'était enfermé à double verrou. J'ai cru qu'il s'occupait activement de la question des munitions, des approvisionnements, de la mobilisation. Les circonstances semblent lui imposer de tels devoirs et de si lourdes responsabilités. Non. Il préparait un discours pour je ne sais quelle inauguration à Maubeuge et son chef de cabinet civil m'a fait remarquer combien il était difficile de parler dans une ville où le conseil municipal est coupé en 2,
où le député est socialiste et les conseillers généraux centre-gauche. J'ai dû convenir que rien n'était plus difficile, et qu'il serait criminel de ma part de troubler les méditations d'un ministre que de si hautes méditations absorbent. J'avais d'abord causé à mon interlocuteur une stupéfaction profonde en faisant remarquer que peut-être, je disais peut-être, le ministre aurait pu ne pas accepter d'inaugurer la Maubeuge. Je suis avisé que d'ici le 15 octobre, cet homme extraordinaire doit encore assister à 9 inaugurations. Il a évidemment la qualité maîtresse du chef militaire, l'endurance. Mais entre-temps, le poste de Talsassa qui couvrait Agda-Béchar-Colomb au nord ayant été fondé le 1er avril 1905, les travaux topographiques étaient activement poussés. Il faut à ce propos citer le lieutenant Poirmer, auteur d'une étude magnifique sur le triangle Gir-Zousfana, et les hommes qui ne cessaient de donner l'exemple d'un entrain magnifique et d'une endurance à toute épreuve. Quelques extraits des journaux de marche suffisent pour en donner une idée. Janvier 1906. Il est devenu impossible aux hommes d'enlever leurs souliers pour panser leurs excoriations, le cuir des chaussures s'étant racorni par suite de la neige, du froid, de la boue. Aucun ne se plaint, aucun ne traîne. Le lendemain, à peine rentrés au poste, les approvisionnements sont complétés, les hommes se reposent. La compagnie est prête à repartir. Mais 1906, il faut gagner Metarka où le groupe arrive à 7 heures, ayant ainsi marché pendant 14 heures. Les hommes ne se couchent qu'après 10 heures. Ayant été debout pendant 18 heures, 70 km de piste ont été rendus praticables en 2 jours et demi. Octobre 1906, les hommes ont fourni un effort de 21 heures, dont 3 heures de repos intermédiaire. Mais le résultat est là qui paye de leur peine, ces légionnaires exténués. Le pays est calme et les tribus se groupent chaque jour plus nombreuses à l'abri des postes sans cesse mieux organisés et mieux reliés les uns aux autres. La frontière que les traités ont déterminée au hasard est désormais bien connue, bien gardée. Un dernier clou y sera planté, le 14 décembre 1906, par la fondation du poste Beladi, tout proche de Kenadza, Ksar célèbre par sa zaouïa, sorte de monastère musulman jouissant alors d'un grand prestige et qui avait su depuis 30 ans se maintenir en dehors des querelles locales tout en souhaitant la paix qu'apportait la France. La pacification du Sud-Oranais est un fait accompli. Les mérites de la Légion étrangère avaient enfin été reconnus par la remise, après de longs palabres, de la croix de la Légion d'honneur au drapeau du premier étranger, le 27 avril 1906, pour la première fois dans l'histoire de l'armée française. 1906, reconnaissance et travaux d'aménagement dans les confins algéro-marocains. Voici en théorie, la frontière géographique entre le Maroc et l'Algérie délimitée et surtout bien gardée. Mais toute frontière, surtout artificielle, ne peut avoir de valeur pour les États avoisinants que si chacun a le souci de la respecter. Or, si les troupes françaises dont la Légion étrangère sous le commandement du général Lyautey ne demandaient qu'à garder avec vigilance des territoires acquis un peu par la diplomatie et beaucoup par leur sacrifice, vivant en paix avec les populations qui s'étaient placées sous leur protection, le traité de 1845, quoique amélioré par les récents accords d'Algésiras du 7 avril 1906, restait lettre morte pour les tribus de certains territoires marocains. Méconnaissant ou plus simplement rejetant l'autorité du sultan, celles-ci étaient bien décidées à ignorer le droit et à ne pas laisser échapper de leur influence des régions qui, auparavant, leur fournissaient matière à de fructueuses razzias. Donc, d'un côté la convoitise et l'anarchie, de l'autre l'ordre dans la paix. Nos troupes étaient parfois même contraintes d'exercer le droit de suite envers des bandits nomades qui se risquaient encore à franchir la ligne de nos postes. Cela n'empêcha pas l'armée d'Afrique, avec à sa tête la Légion, de se mettre au travail pour organiser les régions qui lui étaient confiées. Délaissant les événements qui vont bientôt faire porter l'action des troupes sur la Moulouya et l'expédition de Casablanca, la Légion se consacre à un immense effort d'aménagement du territoire. À cette fin, les compagnies montées fourniront durant plus de 2 ans le plus gros travail dans le Sud-Oranais. Il s'agissait d'abord de connaître le terrain, les habitants et par de multiples reconnaissances, explorer ces pays récemment acquis à la paix. Il fallait en dresser la carte, combler peu à peu les lacunes, les trous qui avaient laissé les précédentes expéditions. Disons tout de suite que certains officiers de ce temps étaient de véritables spécialistes. Il n'est que de voir certains croquis topographiques ou panoramiques,
effectués dans des conditions précaires, souvent même pendant que le reste du groupe était au contact d'un djir ou d'une tribu hostile, pour se rendre compte de la valeur et de la conscience professionnelle de leurs auteurs. Le lieutenant Poirmer venait de dresser une première ébauche de la carte, en rayonnant tout autour de Colomb. Il restait à la compléter, et à rectifier les erreurs qu'un lever rapide lui avait forcément fait commettre. Ainsi, à l'occasion de chaque sortie, on trace un croquis des régions traversées, on note les particularités du terrain, les sources, les puits existants. Si les nécessités opérationnelles ou le manque de technique ne permettent pas de manier le crayon et la planchette pendant l'étape, c'est le soir, recroquevillé sous sa tente à la lueur d'une malheureuse bougie, que l'officier rédigera quelques lignes, décrivant de son mieux la région traversée, l'emplacement, le nombre, le débit et la qualité des points d'eau. La carte Poirmer sert de base. Elle est carroyée, ce qui facilite les repérages. Il n'y a plus alors qu'à établir sur un calque un nouveau croquis, et à l'expédier aux autorités pour mise à jour. Les kilomètres s'ajoutent aux kilomètres, les nuits à la belle étoile aux journées torrides, les petits papiers au grand et peu à peu sur la table d'un dessinateur anonyme dans son bureau d'Ain Sefra, le pays prend forme, parle, dit ce qui lui manque. Quand les forces nécessaires peuvent être réunies, des expéditions lointaines sont mises sur pied. C'est ainsi que le Tafilalet est atteint près d'Aoufou, que la Palmeraie de Boudenib, théâtre d'exploits futurs, est contemplée sommeillant au fond de la vallée du Gir, que le groupe mobile de Berg rayonne au sein de tribus encore hostiles et fait ainsi connaître la force pour ne pas avoir à s'en servir. Et l'on note dans les rapports des commandants de compagnie, entre les remarques techniques, une sorte d'élan vers des contrées lointaines dont on sait bien qu'un jour ou l'autre il faudra entreprendre la pacification. Dès le sommet du col, on aperçoit au-dessus de la ligne d'horizon de la Hamada les montagnes entièrement nuageuses de l'Atlas. Devant celles-ci, il y a encore des dizaines de kilomètres de terre dénudée, des vallées hostiles, des palmeraies pleines de traîtrises. Et ces hommes qui peinent durement sous le soleil, qui brûlent leurs yeux en effectuant des relèvements, ces hommes savent qu'il y aura beaucoup de combats, que parmi eux nombreux seront ceux qui dans quelques mois reposeront dans cette immensité. Une fois connus, il fallait équiper le pays, rendre moins dures les étapes pour ceux qui suivraient. Des pistes carrossables, des postes, des puits surtout car l'eau demeure le problème capital. Chacun sait alors que l'eau est présente mais cachée, comme fuyant le soleil de plomb, et qu'elle profite de toutes les failles de cette région tourmentée pour disparaître dans le sous-sol. Alors le topographe se fait géologue, par nécessité d'abord, puis au fur et à mesure qu'il se passionne pour ce nouvel aspect de son métier de soldat, par intérêt scientifique pur. Les rapports de reconnaissance commencent à fourmiller de termes savants, anticlinal, affaissement, période tertiaire, crétacé inférieur, comme si ces gens passaient leur temps une massette à la main. Ils usent d'ailleurs effectivement de cet outil de prospecteur, mais le fusil reste à portée. La vitrine géologique d'Ain Sefra s'enrichit des spécimens les plus divers. Une bibliothèque scientifique est mise à la disposition des chercheurs et des contacts sont pris avec des correspondants métropolitains, pour les analyses de laboratoire, et même pour des communications à l'Académie des sciences. Entre-temps, les forages se multiplient en des points judicieusement choisis, et le pourcentage des réussites prouve que nos géologues amateurs sont devenus des maîtres en la matière. La région contrôlée s'équipe peu à peu, les étapes s'organisent en fonction des nouveaux points d'eau et de nouvelles pistes vont bientôt les rejoindre entre eux. On est loin des puits creusés hâtivement dans les Lidwed, et que la première crue vient combler. De solides maçonneries protègent les ouvertures et les excavations sont dûment coffrées. Des canaux, des bassins, des abreuvoirs, des lavoirs complètent ces installations durables. Les déblais qui sont extraits de chaque fouille sont minutieusement catalogués. De purement stratégique, la carte en cours d'achèvement devient géologique. On en vient bientôt à creuser non pour l'eau, mais pour le plaisir de la découverte. Le capitaine Maury, commandant la 24e compagnie montée du 1 Ranger, dans un rapport adressé au commandant supérieur de Coulon, le 29 mars 1908, explique ainsi ses découvertes. C'est ainsi que je pus faire à Guérassa une belle récolte d'échantillons, sans que les travaux dont j'étais chargé en fussent le moins du monde retardés. Je fus puissamment secondé dans mes recherches par plusieurs caporaux et légionnaires de ma compagnie qui s'intéressaient à la question, et qui, en dehors de leurs heures de travail,
grattaient le sol au point que j'avais indiqué comme étant les plus favorables. C'est que voyez-vous, on s'étonnait en haut lieu que des gens qu'on envoyait pour se battre dans ce pays perdu, puissent se permettre de faire des études scientifiques d'un autre ordre. Les pontifes des administrations semblaient dire « Vous êtes soldats, faites la guerre ». Pour le reste, laissez la place à nos ingénieurs dûment patentés. Malheureusement, ces derniers étaient plutôt rares dans ces contrées peu agréables. Et comme l'humour ne perd jamais ses droits, c'était d'ailleurs l'époque où Courteline allait connaître ses plus grands succès, ces messieurs en vinrent à reprocher à ces chercheurs désintéressés d'une part de faire bénévolement œuvre utile et d'autre part de ne pas rendre compte des résultats par la voie hiérarchique. Le rapport du capitaine Maury, dont un extrait figure plus haut, faisait suite à une demande d'explication émanant du général commandant la division d'Oran. Le malheureux capitaine tenta tout au long des 10 pages manuscrites de son rapport, d'expliquer à la suite de quelles circonstances il avait été amené à entreprendre ses recherches, et de justifier comment, alors qu'on ne lui avait pas donné l'ordre, il avait eu l'audace de découvrir des gisements houillés dans la région de Kenadza, alors qu'on lui demandait de creuser des puits. Humblement il concluait comme pour s'excuser. Dans l'accomplissement de la tâche que j'ai entreprise, j'ai eu à compter sur le travail personnel de mes lieutenants et sur la bonne volonté de mes hommes. Ni les uns, ni les autres n'ont marchandé leur peine. Aucun moyen n'a été mis à ma disposition, je n'ai disposé d'aucun outillage spécial. J'ai seulement eu la bonne fortune de commander une unité très mobile et appelée à faire de fréquents déplacements. Je n'ai eu qu'à profiter de la situation privilégiée dans laquelle je me trouvais. Dans la région de Béchar, la nature heureusement ne cache pas ses secrets. Il suffit de se donner la peine de l'interroger pour qu'elle réponde immédiatement. Mes recherches ont été poursuivies dans un but purement scientifique. J'ai toujours répété à qui voulait l'entendre que je me refusais à envisager le côté économique de la question. Sans se décourager pour si peu, il adressait quelques jours après un autre rapport, scientifique cette fois, dans lequel la structure géologique de la région était exposée en termes savants. L'étude des strates du Carboniférien ou du Cénomanien se mêlait à celle des Leucopodiacées silicifiées et des fossiles marins. Et malgré les assertions du précédent rapport, il tenait, en explorateur et en pacificateur convaincu, à souligner l'importance que peuvent avoir ces trouvailles tant au point de vue scientifique qu'au point de vue de l'avenir économique de la région. Cette région que lui-même, tous ses camarades et tous les légionnaires aimaient déjà comme leur pays, parce qu'il l'avait véritablement fait renaître à la vie. 1907 Le débarquement de Casablanca. Tandis qu'à l'est du Maroc se déroulent les événements qui viennent d'être évoqués, permettant aux tribus de la Moulouya de vivre en paix et de profiter ainsi de l'occupation provisoire d'Oujda pour en plus faire connaissance avec le progrès du début du XXe siècle, de nouveaux signes de troubles se font jour à la frontière ouest du Maroc, sur les rives de l'océan Atlantique. Des villes relativement riches s'ouvraient, vaille que vaille, au contact des pays d'Europe. De nombreuses missions étrangères s'y disputaient des zones d'influence, mais la France, de par le traité d'Algésiras, occupait une place prépondérante. En fait, elle assurait, conjointement avec l'Espagne, la sécurité des ports, la perception des droits de douane et l'amélioration des conditions de transit. Casablanca, autrefois Dar el-Beïda, occupait parmi les autres cités une place de choix tant par le chiffre de sa population que par la richesse de son arrière-pays. En accord avec les autorités chérifiennes, la création d'un port y fut décidée. Jusqu'alors, en raison de la barre, l'accostage et même le transbordement des cargaisons des navires en mer au moyen de barcasses n'y était possible que quelques mois par an. Une société française fut chargée des travaux. Pour approvisionner ses chantiers en matériaux, elle ouvrit une carrière à quelques centaines de mètres de la ville. Une voie ferrée fut installée pour le transport. Les travaux commencèrent aussitôt. Malheureusement, cette voie ferrée passait obligatoirement entre un cimetière musulman et la plage. Ce fut le prétexte des massacres du 30 juillet 1907 et des jours qui suivirent. 9 Européens furent massacrés. En fait, c'était la conclusion des luttes incessantes qui, depuis des années, opposaient entre elles des castes féodales, luttes bien souvent entretenues par des puissances étrangères. Les tribus du bled, prévenues par de mystérieux émissaires, se jetèrent dans la ville après que les ouvriers européens travaillant dans la carrière eurent été massacrés, la voie sabotée et la locomotive détruite.
Le massacre et le pillage commencèrent. Il ne resta aux étrangers qu'à s'enfermer dans les consulats et à s'y défendre. Ces exactions provoquèrent ce que l'histoire retiendra sous le nom le débarquement de Casablanca et les opérations qui s'ensuivirent dans la Chaouia. L'émotion provoquée fut immense, non seulement en France, mais dans l'Europe entière, à l'annonce de ces événements. Il appartenait à la France, d'après les accords d'Algésiras, d'assurer conjointement avec les troupes espagnoles, peu nombreuses il est vrai, la sécurité de la zone côtière marocaine et d'y défendre les droits du sultan reconnu. La France se devait donc d'intervenir. La ville est bombardée et dès le 2 août, un petit contingent est débarqué qui devait essentiellement protéger les consulats. Les jours suivants, 2 compagnies de débarquement fournies par les bâtiments de guerre arrivés en rade se joignent au premier groupe et assurent tant bien que mal la protection des biens et des personnes, tandis que les batteries des navires ancrés au large s'efforcent d'interdire l'accès de la ville aux innombrables bandes de pillards venus du bled. Le 7 août 1907, une escadre se présenta devant Casablanca, amenant avec elle 2000 hommes sous le commandement du général Droud, parmi lesquels le 6e bataillon du 1er Étranger. Enfin, le 1er septembre, 2 bataillons du 2e Étranger débarquèrent à leur tour, aux ordres du lieutenant-colonel Brulard, suivi d'un autre le 4 septembre. 3 camps furent installés qui couvrirent la ville, empêchant ainsi les bandes de se glisser dans les quartiers pour achever le massacre. Casablanca prit une figure de camp retranché. Dès le début, ces camps furent sans cesse l'objet d'attaques des guerriers du bled furieux de se voir interdire le pillage. Il importait de desserrer cette étreinte, sinon aventureuse, du moins pénible, et de faire renaître la confiance et la paix dans une ville où il ne restait plus rien à voler, à violer ou à tuer. De ferme en ferme, de crête en crête, timidement d'abord au moyen de prudentes reconnaissances, puis avec fermeté, les alentours de la ville furent reconnus. Chacune des sorties effectuées pendant les premières semaines donna lieu à une rencontre. Le cercle s'agrandit. Le début de septembre 1907 devait voir de véritables batailles rangées opposant nos carrés aux vagues sans cesse renouvelées de milliers de guerriers, excités par la vue de cette ville qui leur échappait. Le 3 septembre, ce fut le combat de Sidi Moumen, au cours duquel la 15e compagnie du 2e Étranger fit merveille. Le feu lent, calme, merveilleusement ajusté de la Légion, tint l'ennemi en respect. Malheureusement, le commandant Provost, du 1er Étranger, fut atteint mortellement par un coup de feu. Un fort construit peu après sur la route de Médiouna portera son nom. Le 11 septembre, le régiment de marche du 2e Étranger prend une part active à l'affaire de Tadert, à l'issue de laquelle un important campement de dissidents est détruit. Casablanca est désormais assainie. Les populations des environs immédiats commencent à reprendre le cours normal de leurs occupations. Certaines tribus plus éloignées apparaissent même au marché réouvert par les soins du commandement. Pendant ce temps, les camps établis aux portes de la ville s'améliorent sans cesse et c'est, entre 2 sorties, l'occasion pour les légionnaires de donner la preuve de leur légendaire débrouillardise. Un témoin écrira « Légionnaires et tirailleurs travaillent sans relâche ». Mais tandis que les premiers donnent à leur camp un aspect pittoresque, coquet, les seconds ne font que le strict nécessaire. Les pressions sans cesse renouvelées sur le front même des camps vont contraindre une nouvelle fois le commandement à entreprendre de nouvelles expéditions. Le 21 septembre, c'est l'affaire de Sidi Ibrahim qui se termine par la destruction d'un nouveau camp rebelle. Au cours de l'action, le lieutenant Junot, qui devait trouver une mort glorieuse en 1915 au cours de la Grande Guerre, fut blessé, ainsi que le légionnaire Heubrechts. Les états de service de ce dernier méritent qu'on en fasse mention, car ils donnent une idée des caractéristiques aujourd'hui inhabituelles du légionnaire d'alors. 54 ans, 15 ans de service, 15 campagnes dont 11 en guerre, 30 jours de prison. Blessé d'une balle au pied dès le début de la matinée, Heubrechts resta dans les rangs, continua le combat jusqu'au soir et rentra par ses propres moyens à Casablanca. Les bandes dissidentes, sévèrement éprouvées par toutes ces rencontres, ne se livrent plus jusqu'à la fin de l'année qu'à quelques escarmouches sans importance. La plupart du temps, elles fuient dès l'approche de nos colonnes qui ne trouvent que le vide devant elles. Dans les derniers jours de septembre, enhardis par l'inaction passagère de nos troupes, les dissidents se regroupent en grand nombre à Médiouna, à 18 km au sud-est de la ville. Leurs cavaliers viennent à nouveau rôder autour des camps. Le général Droud, qui doit quitter dans quelques jours le commandement du corps de débarquement,
décide l'occupation de ce foyer de rébellion pour le 1er janvier 1908. L'affaire fut rondement menée, et un poste avancé aussitôt installé dans la Casbah. C'était, dit l'ordre du jour du lieutenant-colonel Brulard, commandant le régiment de marche du 2e Hittranger, des étrennes dignes des légionnaires que cette opération où chacun avait pu commencer l'année en montrant sa valeur. Les éléments des 2 régiments de Légion restés à Casablanca se consolèrent en sauvant, le même jour, dans des circonstances très périlleuses, l'équipage du vapeur Nive, drossé par la tempête sur les rochers de la côte à quelques kilomètres de la ville. Le 6 janvier 1908, le général Damad succède au général Droud. Dès le 13, il continue l'action entreprise en occupant Ber Réchid, point stratégique important situé au centre de la plaine de la Chaouia, et le 15 entreprend une reconnaissance sur Ceuta. Il faut mentionner que c'est une compagnie de Légion, celle du lieutenant de Jassonnet du 1er Hittranger, qui pénétra la première dans Ceuta après un combat des plus vifs. Cette localité, située au-delà de la première crête bordant le plateau fermant la plaine, est à la fois un important point de passage des Mehalas dissidentes et un centre de refuge. Mais les instructions impératives du gouvernement français interdisent d'occuper quoi que ce soit en dehors de la plaine. Aussi, après une démonstration de force puissante, la colonne rentre-t-elle à Ber Réchid puis à Casablanca où elle se prépare à reprendre son action. Toutes ces forces réunies, le général Damad bat les Afidiens et crée des centres régionaux d'où rayonnent de petites colonnes de pacification, mais il revient aux colonnes importantes dès que nécessaire. Une telle démonstration de force rassure les tribus qui se soumettent sans réserve. Bientôt la pacification marche de front avec l'organisation. Nos colonnes auront leur propre stock de grains, leurs moyens de transport, et même des guerriers qui formeront par la suite les tirailleurs et les goumiers. Bientôt, les troupes en opération seront heureuses de trouver dans certaines circonstances graves ces réalisations. Dès le 21 janvier 1908, les troupes recommencent à parcourir le pays, agrandissant sans cesse leur zone d'influence, abordant les contrées montagneuses, sondant chaque tribu et se heurtant chaque jour aux groupes dissidents. Le 2 février, c'est le combat de Dark Seibat, le 6 celui de Sidi Yebli, le 18 celui de l'Oued Ayata, le 29 celui de l'Oued Fekak. Dès lors, la plaine est pacifiée et des camps fortifiés sont installés à sa périphérie pour surveiller les passages qui y conduisent. Le camp du Boucheron, du nom d'un officier odieusement massacré par les dissidents, forme le centre du dispositif avancé. L'hiver a rendu très pénibles les opérations. Les colonnes ont parcouru des centaines de kilomètres sur un sol détrempé par les pluies continuelles, couchant à même le sol sous des averses diluviennes, et le manque de moyens de transport les a contraintes à regagner leur base tous les 2 ou 3 jours pour se ravitailler. Début avril, le général Lyoté vient inspecter le corps de débarquement, car le ministre de la Guerre se demande ce qui se passe en ce lieu où pour lui, tout est depuis longtemps réglé. Ceuta est occupé et des postes sont établis pour couvrir l'agglomération. Au cours de la nuit précédant l'entrée des forces dans celle-ci, leur camp fait l'objet d'une attaque et la riposte est tellement violente qu'à l'aube les dissidents n'opposèrent qu'une faible résistance. Les mois qui suivirent furent consacrés à des opérations contre les Mdakra, dernière tribu menaçant directement l'implantation des forces. Ces opérations se prolongeront jusqu'à la fin de l'année. Alors de Bouzenika au nord-est à l'embouchure de l'Oued Oum et Erbia au sud-ouest, de la côte nord à Ceuta au sud, la paix revient dans la Chaouia et ses abords. Entre-temps, les éléments du 1er Hittranger ont regagné l'Algérie le 1er août, suivi le 29 octobre du 4e bataillon du 2e Hittranger. Seul, reste alors le 1er bataillon qui, formant un régiment de marche avec le 4e Zouave, participe à l'aménagement des camps, à la construction des routes et à l'assainissement de la région. Comme celui du lieutenant Selcho Hansen, tué à El Moungar et celui du lieutenant Coste, tué à Menaba, le nom du lieutenant Yaglé, ami de ce dernier, est inséparable de l'histoire des combats qui eurent lieu avant 1914 dans les confins algéro-marocains. À Beni Ouzienne, l'une des actions engagées contre la harka filalienne du marabout Moulay Lassen, le lieutenant Yaglé entraînait à la baïonnette le 2e peloton de sa 24e montée. Frappé d'une balle en arrivant au corps à corps et son peloton un moment submergé par la masse des Marocains, il offre un nouvel exemple d'officier mortellement blessé que ces légionnaires se refusent d'abandonner un seul instant.
20 de ces hommes sont ainsi tués ou blessés sur son corps jusqu'à ce que l'adversaire enfin culbuté, leur chef expirant puisse être emporté loin du champ de bataille. Cet officier profitait de ces rares moments de détente pour porter sur le papier ses pensées et réflexions sur les actions du moment. Après sa mort, réflexions et conférences furent publiées à Oran. Extrait. Le soir tombe. Autour du bivouac carré à peine dessiné dans le jour déclinant, quelques feux discrets brillent près d'eux dans la fumée odorante du thym. De petits groupes d'hommes tassés causent, rient, fument, insouciants des fatigues du lendemain, oublieux de celles de la veille. Non loin d'un cercle de légionnaires couchés, poussés en sourdine par des voix rudes, un lied mélancolique, évocateur du sentimental pays de la bière et des filles blondes, monte une sautillante chanson de route de Bersalieri ou la très avant-dernière création des cabarets de la butte. Un bref coup de langue, les feux s'éteignent et tout ce petit monde de déracinés nomades, le fusil attaché au poignet, s'étend et tombe au silence nécessaire et au sommeil réparateur. Tout autour le bled si calme, si placide, si mort qu'il en paraît suspect. Du fond de la vallée monte un brouillard léger, tout dort sauf quelques postes cachés, tapis au creux des ravins ou des hauteurs, vigilants gardiens responsables de la sûreté de tous. Tournons avec l'officier de quart autour du bivouac silencieux et passons-en la revue nocturne. Je pourrais ainsi vous dire tout le bien que je pense de ces endormis et s'ils nous entendent, personne ne les verra rougir. Faisceaux de sabres, une ligne de burnous couchés contre de hautes selles. Derrière eux les croupes des chevaux à la corde, nous sommes chez les spahis. Mais si ce sont encore les brillants caracoleurs du tel, incomparables cavaliers d'escorte pour les landaux officiels, combien les longs mois de course dans le bled ne les ont-ils pas transformés et instruits? S'ils sont restés les mêmes cavaliers souples et infatigables, s'ils ont gardé les mêmes visages impassibles et graves, leurs instincts endormis depuis les guerres anciennes de vieux coureurs nomades se sont réveillés. Œil vif et perçant pour sonder les espaces, oreilles attentives et fines pour saisir les bruits légers qu'atténue la distance, ils sont de nouveau tout cela. Ce sont les vrais descendants des bandes conquérantes du Maghreb, les fils de ceux qui ayant poussé leur cavale jusqu'au l'est de basse mer, stupéfaits, regardaient voici près de 1000 ans, l'orbe éblouissante du coucher plongé dans la barrière océane. Allons plus loin. Voici la ligne des tentes à 4 du groupe franc de colons, des infatigables marcheurs qui détiennent sans le savoir le record de la course de fond, avec chargement de guerre, changés aussi et combien à leur avantage, les tirailleurs jaunes et bleu ciel de notre commune connaissance, chaussés de sandales ou des espadrilles, revêtus quand le vent se fait trop frais, de la brune djellaba marocaine qui les fit pareil à une bande de pèlerins joyeux et bavards, troussant quand il fait chaud pour mieux courir, leur gandoura légère, à en faire rougir le plus affronté trottin. Ils vont inlassables, de leurs grands pas allongés et glissants, souples coureurs bronzés, fils des fantassins puniques qui, dans la jeunesse de l'histoire, marchèrent sans trêve, sous Hannibal de Carthagène au bord sanglant de l'Ophaïde. Plus loin encore, voici les purs, les vrais enfants du sol, les cavaliers de la compagnie saharienne. Les voici couchés devant les lignes des juments sveltes, des maigres buveuses d'air, dont les fines oreilles mobiles restent ouvertes, en somnolant au murmure secret de la brise nocturne. Saluons les reîtres encapuchonnés des marches sahariennes, les courriers rapides, les dangereux tireurs, les détectives du bled qui aiment leur carabine comme une maîtresse et suivent une piste comme le jaloux son premier indice et le savant son idée. Venus des hauts plateaux et des vallées sahariennes, recrutés dans les vieilles tribus soumises ou parmi nos récents adversaires, portant souvent les souvenirs indiscrets des balles marocaines ou des balles françaises. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.